Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un énième podcast Antoine et ses copains aiment le rock. Ce soir j'invite Benjamin Durand pour ce podcast discographique qui va être consacré à l'album London Calling. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Antoine. Alors j'en profite un peu pour rappeler ce que j'oublie toujours, c'est-à-dire que vous pouvez vous abonner à la page Facebook, vous avez le lien en bas de la vidéo, et aussi de retrouver les fabuleuses playlists qu'on fait quand c'est plutôt thématique, parce que là la playlist London Calling elle sera un peu bête à faire, si ce n'est aller écouter l'album par vous-même, mais il y aura peut-être des inédits. Bon, on peut le mettre et puis mettre les singles qui sont autour aussi, et des versions live. Bon, alors on va un peu, avant d'attaquer donc ce London Calling, double album, encore un, donc on va traiter ici, sur un peu la genèse du groupe et sur les particularités musicales de ce groupe, Benjamin. Le groupe est né vraiment en plein dans la mouvance punk, donc en 76. Au départ du groupe, il y a deux membres, Mick Jones et Paul Simonon. Mick Jones, c'est vraiment le rocker du duo, un gros fan de Muddy Hoople, qui est vraiment fanatique de guitare, vraiment très à chercher à ressembler à Keith Richards quand il se regarde dans le miroir, etc. Johnny Thunders même plutôt. Très là-dedans. Ah non, non, il se connaissait pas à l'époque. Non, pardon, Johnny Thunders, je crois que tu dis Johnny Rotten, autant pour moi. Qui était lui-même une copie de Keith Richards un peu. Ouais, de ce que je sais, il cite jamais vraiment les New York Dolls et tout ça. D'accord. Il devait connaître évidemment à l'époque, mais bon, non. Paul Simonon, lui, beaucoup plus intéressant, était un plasticien. D'ailleurs, c'est toujours aussi aujourd'hui quelqu'un qui peint beaucoup. Il a une grosse activité comme ça, mais qui était vraiment une espèce de vraiment de jeune garçon très nerveux, etc. et très à s'exprimer dans les arts plastiques, et qui a vraiment commencé à jouer de la basse uniquement pour la blague, parce que il y avait de la basse à faire, mais surtout c'est dès le départ, c'est lui l'obsédé de reggae, quoi. C'est vraiment donc c'est de lui devient l'influence reggae. Voilà, de toute façon tous les deux sont originaires, et puis en tout cas vont squatter beaucoup le quartier de Notting Hill, tout Portobello Road à l'époque. Alors ça fait un peu rire aujourd'hui, parce que on va dire qu'aujourd'hui à Londres, dans le Londres d'aujourd'hui, c'est un peu ce qui est l'équivalent en termes d'ambiance et de prix au mètre carré de ce qu'est la butte Montmartre à Paris. Ah ouais. Mais à l'époque, c'était vraiment un quartier très coloré, où en fait beaucoup de travailleurs venus des Caraïbes, des anciennes colonies caraïbéennes de l'Angleterre, donc Jamaïque, Barbade et tout ça. Beaucoup de ces gens-là habitaient dans ce coin-là, donc évidemment la culture reggae était extrêmement importante, et ils se sont imprégnés de ça. Donc il voit assez vite les Sex Pistols arriver, etc., d'où vient l'idée de monter un groupe. Il rencontre en fait un manager qui connaît Malcolm McLaren, et qui a envie de faire comme lui, qui s'appelle Bernie Rhodes. Et c'est lui qui va un petit peu commencer à chaperonner Mick Jones et Paul Simonon, mais évidemment c'est un petit peu court pour faire un groupe. Ah, pardon. Et donc il rencontre un personnage qui est déjà qui a sa petite réputation dans le milieu pub rock, qui est un peu plus vieux qu'eux, parce que je crois qu'il est né en 1950, Joe Strummer, puisqu'il s'agit de lui, et qui va effectivement se fondre dans le groupe. Voilà, on va passer quelques étapes, mais jusqu'à peut-être un jour un podcast entier sur les Clash. Mais tout ça c'est le troisième album du groupe, London Calling. Ça veut dire qu'ils ont. Alors voilà. C'est le troisième album du groupe, mais du coup il y a les deux premiers. Est-ce que en fait, avant d'enregistrer le premier, ils ont été repérés sur scène, et finalement le premier, comme pour beaucoup de groupes, était le matériel qui jouait sur scène, ou ça s'est passé comment en fait pour l'écriture du premier? Comment ça se fait qu'ils se retrouvent à enregistrer ce premier? Qui leur donne leur chance? Et est-ce que c'est lié à des performances scéniques qui va intéresser les gens? Alors un petit peu, mais le premier a été fait un petit peu à la va-vite aussi. Déjà, il a été fait dans l'urgence de la tension qui régnait en Angleterre à ce moment-là, et des chansons comme White Riot, London's Burning et tout ça, toutes les chansons, tous les classiques qu'on connaît du premier album sont vraiment enregistrés en réaction de toute la violence
qui sont dans l'environnement du punk de l'époque. Il y a beaucoup d'émeutes raciales, etc. Donc, Et ils sont déjà chez CBS dès le voilà. Et ça pose un problème à CBS, du coup, non, peut-être cette violence. On attend peut-être d'eux à quelque chose de plus commercial, non ? Tu sais, ils sont avant tout très opportunistes. Ils savent tellement pas ce qui va se passer. Le punk, on l'a déjà dit, vient tellement à contre-courant de toutes les idées reçues sur les modèles du marché de la musique, qui se disent que de toute façon, ils signent le groupe, ils les entubent évidemment ils leur filent une avance qui est assez dérisoire. Ils se disent on va voir comment ça marche. On met assez peu de fric dans la production de l'album. Et puis si ça marche pas, on les vire et puis c'est tout. Enfin, c'est vraiment extrêmement pragmatique comme attitude venant du label. D'accord, et du coup ils enregistrent le second dans la foulée, et voilà, c'est aux États-Unis directement. Et surtout ils trouver le succès aux États-Unis d'ailleurs. Ils font appel, déjà c'est au moment du deuxième album que leur batteur Topper Headon arrive, puisque c'était Terry Chimes qui n'était qu'un membre, qu'un espèce de batteur de studio, alors que les trois Clash, Strummer, John Simonon étaient le groupe. D'ailleurs, c'est le 3 que tu vois sur la pochette, tu vois pas de batteur sur la pochette. Donc voilà, Topper Headon arrive sur le deuxième, donc Give 'Em Enough Rope, qui est produit par Sandy Pearlman, qui était le producteur américain notamment des disques de Blue Oyster Cult. Très grand groupe du milieu des années 70, très important. Et du coup, le disque marche pas. Le disque est une déception. Tommy Gun et English Civil War, il n'y a pas vraiment de choses qui ressortent. Et puis l'excellent morceau d'ouverture, Safe European Hope, qui est vraiment. C'est vrai qu'on n'en parle pas tellement dans les. C'est vrai. On dit toujours que c'est un peu le deuxième album un petit peu contrarié, et c'est un disque contrarié, mais un disque qui a beaucoup d'excellentes choses et qui est effectivement doté d'une bonne production, mais où les musiciens sont un petit peu en deçà, quoi. De toute façon, voilà, il faut se dire qu'ils ont été tellement élevés comme étendards du mouvement punk, etc., que c'est un petit peu un statut qui les a dépassés, qu'il leur a fallu un petit peu digérer. Et donc dans ce disque, ils sont pas forcément extrêmement à l'aise avec ça. Mais ce qui va amener la révolution London Calling, c'est une première chose importante, et c'est pour ça que j'avais fait ce préliminaire, c'est que Bernie Rhodes part. Il quitte le management des Clash après la tournée et l'enregistrement du deuxième album. Il y a un gros désaccord entre les membres du groupe et Bernie Rhodes, et donc il laisse les Clash sans management, mais avec toujours un contrat pour CBS à honorer. Et donc c'est là où ils vont faire London Calling, du coup. Ils font London Calling à ce moment-là, et donc Jones et Strummer se serrent les coudes du fait de cette vacuité de manager. Ils vont décider de faire quelque chose de peut-être un petit peu moins marketé, et de quelque chose qui vient un peu plus du cœur. Ils vont essayer un petit peu de plus parler de leurs origines, etc. De toute façon, ils enregistrent aussi London Calling avec la conscience que le mouvement punk est un peu fini dans leur tête. Déjà en 79. Voilà, pour eux, ils n'ont plus envie d'être associés à ça, parce qu'ils en ont souffert quelque part. Et puis de toute façon, a déjà eu lieu la séparation des Sex Pistols en 78. Donc en fait, beaucoup de choses se sont passées depuis, et donc ils se sont rendus compte en fait que sur l'espèce d'apparence très monolithique du punk, etc., les trois accords à la guitare joués à toute blinde, etc., les choses avaient vachement explosé au niveau du post-punk. Ils ont vu ce que Johnny Rotten a fait avec Public Image. Ils ont vu dans tous les sens dans lesquels sont partis les groupes. Alors les Clash, eux, cherchent à parler aussi de ce qui les intéresse en musique, quoi. C'est-à-dire d'aller beaucoup plus vers un reggae beaucoup plus traditionnel. Il y a un mélange d'influences assez important. C'est un peu jazzy par moment, rockabilly. Voilà. Et pour mettre ça en musique, ils font appel à un personnage qui va être complètement grâce à qui la magie va pouvoir opérer, et qui va donner une ligne directrice au Clash, ce qui est assez rigolo vu les méthodes qu'il va employer pour ça. C'est donc Guy Stevens, qui est vraiment ramené par Mick Jones, puisque Mick Jones adorait les disques que Guy Stevens avait produits pour Muddy Upon. D'accord, tout à fait. D'accord, donc là, du coup, l'enregistrement d'album, il se fait où, du coup? Il se fait au Wessex Studios. Donc en Angleterre. Voilà, ils reviennent d'accord. Voilà.
Donc ils vont beaucoup tâtonner un petit peu. Il va y avoir déjà une séance de répétition d'ailleurs qui est sortie depuis dans une édition, réédition de London Calling d'il y a à peu près une quinzaine d'années. Donc ils vont pas mal tâtonner, faire beaucoup de reprises et dont certaines d'ailleurs vont évidemment rester sur l'album, notamment le fameux Brand New Cadillac de Vince Taylor. Ouais. Et du coup, les thèmes abordés, c'est un peu les thèmes qu'il y avait dans les premiers, où ils changent. Tu disais que c'était un album plus du cœur, etc. C'est-à-dire que c'est plus personnel, plus intime leurs chansons. Bah ouais, en même temps en tout cas plus intime dans les. Ils sont moins dans un commentaire de l'actualité plutôt que dans décrire leur vision du monde. Ce qui est un peu différent, quoi. Ils sont moins dans commenter l'urgence d'une situation, mais plus, on sent les gens qui ont pris 3 ans de plus aussi, tout simplement, pour faire passer le punk, etc. Ils ont pris 3 ans de plus, ils ont envie de marier, en fait, leur lecture du monde et de certains problèmes avec leur façon de revisiter plein de styles musicaux qu'ils aiment beaucoup. Prends Hateful par exemple, c'est vraiment une espèce de lecture c'est leur lecture de Bo Diddley par exemple. Et puis Strummer disait que le fait qu'ils n'avaient pas de manager, ça leur a permis vraiment de se recentrer sur l'écriture, etc. Et ça les a poussés. C'est peut-être aussi pour ça que ça finit par être un double. C'est aussi parce qu'ils étaient un peu livrés à eux-mêmes et qu'ils se sont dit il va falloir qu'on bosse comme des dingues. Ils ont passé 3 mois en studio. C'est ça. À pas sortir, ils ont vraiment bossé beaucoup plus dur que les 2 premiers qui avaient été enregistrés assez rapidement. Tout à fait, et puis motivé par Guy Stevens, et je crois aussi de façon un peu plus triviale que la question du double album était qu'ils se sentaient déjà à l'époque mal à l'aise avec leur contrat avec CBS, et ils espéraient en publiant un double album que ça puisse mettre fin au contrat plus rapidement. Donc tous les morceaux sont écrits comme souvent par Mick Jones et Joe Strummer, à l'exception de la reprise de Brand New Cadillac. Oui, il y a Guns of Brixton aussi. Revolution Rock aussi, c'est un classique du reggae, je ne sais plus qui l'a écrit. Et Guns of Brixton, c'est écrit par Paul Simonon, qui est une chanson absolument géniale. La seule chanson de l'histoire des Clash écrite par Paul Simonon. Et qui marque vachement les esprits. J'adore, une espèce de reggae avec la ligne de basse qui est évidemment mise très en avant. Et donc, est-ce qu'on peut citer là comme perle, que si par exemple tu conseilles à des gens d'aller découvrir 3-4 titres, alors bien sûr tu vas me dire que c'est un ensemble et qu'il faut l'écouter d'une traite, mais il y a vraiment on va parler de London Calling évidemment, qui est devenu un hymne après de la chanson titre qui ouvre l'album, mais il y a Guns of Brixton. T'as envie de nous parler de quoi? Lost in the Supermarket est une chanson assez intéressante, puisque c'est une chanson extrêmement tendre dans le principe, parce que c'est une chanson écrite par Joe Strummer pour Mick Jones, où il se met dans la peau de Mick Jones pour que Mick Jones la chante. C'est Mick Jones qui chante la chanson. Quand on sait qu'après il s'est fait éjecter du groupe, c'est savoureux de se dire. Mais c'est en dit long sur l'état d'esprit qui était dans le groupe à ce moment-là. Voilà, c'est vraiment une chanson écrite par Strummer pour Mick Jones. J'ai une énorme tendresse pour The Chord Cheat, qui est vraiment une espèce d'hommage des Clash aux productions de Phil Spector. Death or Glory est une chanson extraordinaire aussi. Spanish Bombs est quand même assez intéressante, parce que c'est quand même on est juste après, on n'est pas longtemps après la mort de Franco, et c'est une chanson qui donne qui est une espèce de description de ce qu'a été la guerre d'Espagne. Donc Franco est mort en 76, donc c'est juste après. Donc c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Et puis encore quand même des chansons d'actualité, comme Clamp Down par exemple, qui est vraiment une chanson qui montre une société arrivée complètement à sursaturation du capitalisme. Enfin vraiment, une fois de plus, l'espèce d'impasse totale, la noirceur totale de cette année 79 en Angleterre quand même. On en a déjà parlé à d'autres occasions, mais c'est quand même les époques de pénurie d'essence à cause des chocs pétroliers.
et puis du pays complètement bloqué par les mouvements sociaux, etc., et qui amène Thatcher au pouvoir cette même année. Thatcher, Et du coup, pourquoi, à ton avis, London Calling, donc la chanson éponyme, et aussi, je veux dire, même les gens qui connaissent pas les Clash connaissent cette chanson London Calling. Qu'est-ce qui a fait que c'est devenu une hymne associée évidemment à Londres parce qu'il y a le mot Londres dedans, mais pourquoi maintenant dans tous les films on peut pas voir un Eurostar sans l'illustration sonore de London Calling? Qu'est-ce qui a fait est-ce que c'était vraiment devenu un hymne à l'époque? Est-ce que c'est sorti en single? Oui. Voilà, c'est à l'époque. Et ça marche bien. Oui, ça. En termes de vente, London Calling, c'est à l'époque, c'est bien reçu par la critique et ça se vend tout de suite, ou c'est un album qui a été redécouvert après? Non, c'est un album qui se vend, c'est vraiment l'espèce de consécration des Clash. Là, tout d'un coup, les Clash s'affirment comme un groupe majeur. Bon, surtout en Europe. Aux États-Unis, ça prendra plus de temps. Ça mettra plus de temps à prendre, mais bon, ils étaient passés assez inaperçus aux États-Unis jusqu'alors, et là, ils commencent vraiment à être pris en considération sur les côtes. D'ailleurs, la célèbre photo de Penny Smith de Paul Simonon qui fracasse sa basse pour la pochette du disque est prise dans un concert à New York. D'accord. Ce qui me frappe vraiment, c'est que moi j'ai beaucoup de mal à écouter les Sex Pistols par exemple, enfin pas mal de groupes de punk, mais ce qui me frappe, et je trouve là où ils se démarquent vraiment les Clash, c'est la qualité d'écriture et la variété de leurs morceaux. Là, c'est vraiment même plus un groupe punk comme tu disais, hein. C'est un mélange d'influences et ils arrivent vraiment à trouver leur patte sonore et ça devient vraiment. C'est plus du punk. Voilà, c'est ça. On ne parle plus de punk. Oui, d'accord, on est déjà dans le post-punk, mais ils sont associés malheureusement à tout jamais à cette scène. J'ai envie de dire l'album n'est pas punk et surtout c'est un album de gens qui savent écrire des chansons comme l'était les Beatles, quoi. Je veux dire, c'est comparable. Enfin, je veux dire, au niveau de composition, c'est énorme, quoi. Tout ce qu'il y a. Et quand on regarde les extraits live, c'est-à-dire, moi, j'ai dans la tête le concert au Palace qui avait été diffusé à l'époque dans Les Enfants du Rock. Enfin, je veux dire, c'est un groupe qui envoie terriblement sur scène et qui délivre ses compos avec une énergie incroyable. Et en termes d'écriture, c'est vraiment frappant, quoi. Non, tu trouves pas? Oui. Là, je sais pas de te convaincre toi, mais j'essaierai de convaincre quelqu'un qui serait peut-être un peu réticent à cette période ou à ce groupe. C'est vraiment des trésors de composition, quoi. C'est des trésors de composition, mais surtout, une fois de plus, s'il faut vraiment mettre en première place la qualité de l'album, c'est qu'il y a assez peu d'albums qui témoignent d'un amour aussi universel pour ce qui est bien dans la musique. Et c'est vraiment ça qu'ils ont essayé de... On sent que c'est la question qu'ils se sont posée. Qu'est-ce qui est bien dans la musique qu'on aime? Et ils ont essayé de faire un espèce de panorama de tout ça pour, en plus de ça, photographier une époque. Et c'est là la réussite totale du disque. Avec en plus de ça l'enthousiasme et la générosité dans l'écriture des chansons, effectivement, et dans l'exécution de ces chansons. Enfin, c'est formidable. Le swing de Topper Headon à la batterie tout au long du disque qui est absolument magnifique, quoi. Il joue de façon merveilleuse. Alors, du coup, tu parlais de la photo de pochette. Est-ce que c'est un clin d'œil forcément à l'album d'Elvis Presley? Bien sûr. Alors, le lettrage, en tout cas, sur le côté, c'est vraiment un hommage à la mort d'Elvis? Oui, c'était... en fait, quand ils ont vu la photo avec Paul Simonon qui foutait sa guitare en bas, une fois de plus, là c'est vraiment, ils ont voulu mettre l'accent sur le côté impasse de l'époque, machin. Et ils ont voulu mettre ça en opposition avec Elvis qui levait sa guitare sur le premier album RCA sorti en 56. Et donc du coup, est-ce que les Clash vont, juste en quelques mots pour finir, est-ce que les Clash vont réussir finalement à se relever de London Calling et parce que le groupe finalement va imploser très très vite après, très vite après 2-3 ans, donc à l'échelle de... avant ça, ils auront publié... je dis pas le contraire, mais ils vont réussir que toi ton préféré c'est celui d'après, c'est Sandinista. Le triple album. C'est comme 16 qui avait fait un triple album. Je dis ça parce que ça me faisait marrer, c'était un chanteur français, là tu vas pas aimer que je fasse des parallèles, des parenthèses, qui veut rien dire. Mais quand on prend le risque de faire un triple album, t'as intérêt quand même à avoir quelque chose. Et Sandinista, c'est peut-être des rares triples albums qui tient la route de A à Z.
Il y a quoi comme autre exemple All comme Things Must Triple Bum? Pass. C'est ce que j'allais te dire, mais bon, Apple Jam, est-ce qu'on considère que c'est vraiment... Oui, mais quelque part... Est-ce que tu le réécoutes Apple Jam dans All Things? C'est un autre débat, je sais. Pourquoi pas, mais All Things Must Pass, Sandinista fait un peu la même chose, parce qu'il y a quasiment aussi un disque de dub dessus. Donc finalement, est-ce que c'est véritablement un triple album? Est-ce que c'est pas une astuce commerciale? Non, c'est pas... Non, parce que comme pour Harrison, c'est l'ambiance de l'époque. Moi, je trouve ça intéressant de profiter de la notoriété du fait que tu sors des albums qui sont attendus pour ne pas forcément faire un projet, faire un produit uniquement commercial, mais faire aussi quelque chose qui montre un peu les ambiances dans lesquelles on évolue, etc. Et je trouve que tous ces morceaux de dub qui sont sur Sandinista sont extrêmement intéressants. Mais effectivement, c'est pas un album qu'on va écouter comme un classique, comme London Calling qui est rempli jusqu'à la gueule de chansons de qualité, etc. C'est pas la même chose qu'on a sur Sandinista, mais c'est ça qui est intéressant également. Bon écoute, je crois qu'on a été pas mal sur scène. Évidemment, je pense que l'album London Calling était joué quasiment en intégrale, et pendant longtemps. Pendant longtemps, jusqu'à ce que les Clash ne fassent plus de scène. Je veux dire, jusqu'à c'est quoi la dernière grande tournée? C'est 82 la grande tournée, ou ils tournent encore après? C'est compliqué. C'est vrai, Mick Jones part pendant la tournée, c'est ça? Mick Jones Topper Headon est viré avant le début de la tournée. C'est déjà foutu. Mick Jones est viré après la tournée 82, et après, il y aura encore un épisode au milieu des années 80 avec uniquement Joe Strummer et Paul Simonon et d'autres gars, etc. Mais bon. Bon écoutez, merci de nous avoir écoutés encore une fois, et puis on vous embrasse très fort, à bientôt, salut.